Bonjour à tous et merci de nous retrouver pour cette émission spéciale qui aurait dû se tenir au Salon de l'Agriculture comme nous en avons l'habitude chaque année à cette période, un Salon de l'Agriculture annulé. Mais France 3, comme l'ensemble de France Télévisions, maintient sa programmation. Nous sommes donc installés ici, au lycée d'Évasé, près de Limoges, au cœur de la Nouvelle-Aquitaine, qui est la première région agricole de France. Ici se forment chaque année des centaines de professionnels, on le verra. On va prendre ensemble le pouls de ce monde agricole qui façonne nos paysages et qui a continué à nous nourrir pendant toute la crise sanitaire. Un monde agricole qui demeure confronté à une multitude de défis et à un malaise qui demeure. Avec nos invités et nos reportages dans toute cette grande région, nous évoquerons le quotidien des paysans et leurs pratiques qui évoluent, mais aussi les tensions avec la grande distribution, la diversification énergétique dans les fermes. Et puis il sera question aussi bien sûr de l'amour que ces hommes et ces femmes vouent à leur métier, de leur engagement dans leur territoire à l'heure du changement climatique. Nous sommes ensemble pour une heure. Les défis de l'agriculture en Nouvelle-Aquitaine, c'est parti et c'est maintenant. Et nous voici maintenant dans l'une des stabulations du lycée d'Évasé, près de Limoges, en compagnie de magnifiques vaches limousines. Vous les voyez, elles sont près de moi tout autour. Je vais rejoindre mes deux premiers invités. Luc Servant, bonjour. Prenez votre micro, s'il vous plaît. Merci d'être avec nous. Vous êtes président de la Chambre régionale d'agriculture. Vous êtes installé depuis 1991 à Benon, en Charente-Maritime, à la tête d'une exploitation de 180 hectares en céréales et en protéagineux. Et vous appartenez au syndicat FDSEA. Jean-Baptiste Moreau, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes éleveur de bovins. Vous êtes en bonne compagnie. Voilà. Oui, à Hollon dans la Creuse, mais aussi député La République En Marche de ce même département et rapporteur de la fameuse loi Egalim. On en parlera évidemment au cours de cette émission. Mais d'abord, première question, Luc Servant, le salon, il aurait dû avoir lieu en ce moment. Est-ce qu'on peut évaluer le manque à gagner pour la filière agricole en Nouvelle-Aquitaine sur cette annulation ? Alors c'est un manque à gagner qui peut être difficile à mesurer, mais en tout cas on le sent bien, parce que c'est le contact qu'il y avait tous les ans de manière annuelle, qui était attendu par les citoyens, les consommateurs. C'est le contact, c'est la rencontre avec le monde agricole, et ça c'est difficile à établir. Mais heureusement, il y a d'autres opérations qui sont menées pour essayer de renouer ce contact, et on y participe autant que possible. Il va y avoir un salon virtuel, par exemple, comme ça avait été un peu le cas déjà l'année dernière. Alors il y a la région qui continue aussi à mener ces opérations et qui avait dû annuler son salon l'an dernier. Et donc la profession agricole, que ce soit au niveau national ou au niveau régional, et ce sera le cas au mois de mai avec une autre semaine de l'agriculture qui va être organisée sous forme virtuelle avec des colloques qui sont organisés, mais qui sont un peu plus étendus dans le temps. On pourrait presque parler du printemps de l'agriculture. C'est joli. Politiquement, c'est un rendez-vous important aussi pour le monde agricole. Jean-Baptiste Moreau, vous êtes député La République En Marche de la Creuse. Vous avez accompagné le président Macron dans ces salons. C'est un crève-cœur pour vous que ça n'ait pas lieu cette année ? Oui, c'est vraiment un regret parce que c'est d'une part, comme l'a dit Luc, un endroit unique pour la rencontre entre le monde agricole et le monde de plus en plus urbain qui est aujourd'hui en France. La France est de plus en plus urbaine, de moins en moins rurale, oui. Et de plus en plus éloignée du monde agricole et de plus en plus méconnaissante du monde agricole. Et donc c'est un moment unique de contact entre les deux. Et puis politiquement, oui, bien sûr, c'est pas que la grande parade effectivement des hommes politiques qui succèdent les uns derrière les autres, mais c'est aussi un moment unique, un lieu unique pour discuter des problématiques du monde agricole. Et il y a des réunions techniques en dehors des caméras, on va dire, qui sont très utiles pour le monde agricole et pour fixer les caps pour l'année qui suit. Donc c'est vraiment dommage. Le président de la République, le ministre de l'Agriculture, le Premier ministre ont rencontré l'ensemble des syndicats agricoles entre la semaine dernière et la semaine d'avant. Donc ces contacts sont réguliers de toute façon. Mais c'est vrai que cette grand moment, aussi un peu de fête, c'est aussi un peu de la décompression pour des agriculteurs qui sont 24 sur 24, 7 jours sur 7, 365 sur 365 sur leur exploitation. C'est un moment aussi convivial où ils peuvent aller à la rencontre des politiques et leur parler au niveau national, parce que moi ils me parlent assez régulièrement, il n'y a pas de problème. Oui. Mais... On s'en fait l'écho d'ailleurs. Luc Servant, si vous aviez été au salon, si vous aviez pu rencontrer des responsables, qu'est-ce que vous leur auriez dit ? Quels sont les besoins aujourd'hui du monde agricole, notamment en Nouvelle-Aquitaine ? Je crois qu'on aurait rappelé que depuis un an, malgré la crise, le monde agricole a toujours été présent. On a continué à fournir la production alimentaire nécessaire à l'ensemble des consommateurs, des citoyens. Et je crois que c'était une attente qui se révélait au travers des contacts qu'on avait. Mais là, on a pu montrer qu'on peut être présent avec des produits locaux, des produits français, pour répondre à la demande. Et les questions qu'on aurait posées, c'est profitons de ce qu'il y a eu, entre guillemets, de ce qui s'est passé depuis un an, pour ancrer vraiment dans le marbre, on va dire, ces relations fortes entre les consommateurs et les producteurs, et pour ancrer
montrer aussi cette reconnaissance du travail du monde agricole via, entre autres, le prix des produits, via la rémunération, qui est aujourd'hui comme la grande perdante de toutes ces politiques. Ouais. Et je crois que là-dessus, il faut qu'on rediscute encore avec les politiques parce qu'on n'est pas au bout du compte là-dessus. Bah justement, on va se tourner vers Jean-Baptiste Moreau. Vous êtes rapporteur de la loi Egalim. C'est un échec cette loi ? C'est pas totalement un échec sur toute la ligne. Il y a quand même des choses qui fonctionnent. Faut pas voir ça. C'est une boîte à outils et c'est des outils supplémentaires dans une boîte à outils plutôt, parce qu'il y en avait d'autres précédemment. Le problème, c'est que ça ne marche pas concrètement pour l'agriculteur aujourd'hui. Il n'en voit pas la Mais répercussion le politique, dans sa il a cour un de ferme. levier sur ce lobby qui est énorme de la grande distribution. Il est là pour ça. Je veux dire que je ne me gêne pas pour taper sur la grande distribution, pour taper sur l'industrie agroalimentaire. Mais il y a aussi, alors le politique, il y a une mission qui a été confiée à Serge Papin qui va pour faire des propositions sur la transparence des négociations commerciales. Il y a des choses sans doute au niveau de l'État à faire bouger encore plus. Alors on va essayer de passer en dehors de la loi parce que la loi c'est Assemblée nationale, Sénat, retour. On n'a plus le temps d'attendre. Non mais honnêtement, sans blaguer, on est vraiment dans une situation dramatique au niveau du revenu des agriculteurs et notamment des éleveurs et des éleveurs du Limousin. Et donc il faut que ces marges de manœuvre elles soient données maintenant. Donc il faut que ça avance vite sur la transparence des négociations commerciales. Et puis il y a aussi une part de responsabilité. Alors je me tue à le répéter à longueur de temps sur la structuration de la filière. Il faut que l'État soit accompagnant, qu'il aide, qu'il donne un coup de main. Il y a du travail qui a été fait en Haute-Vienne, en Creuse, comme partout ailleurs. Mais il faut aujourd'hui que la filière se structure pour faire contrepoids, parce qu'aujourd'hui on a des monstres de l'agroalimentaire, des monstres de la grande distrib, et en face on a des agriculteurs. Il faut retrouver la solidarité, il faut retrouver l'organisation qu'il y a dans certaines filières. Ça existe dans les filières céréalières, ça existe dans la filière laitière et dans la filière viande, ça n'existe pas suffisamment. Et on va s'intéresser maintenant, si vous le voulez bien, on va faire une pause dans cette interview. L'agriculture régionale, elle a été très durement touchée, la filière canard notamment par la grippe aviaire. On va maintenant partir dans les Landes, à Sortes-en-Chalosse, 970 habitants, c'est près de Dax. Alexandre Perrin et Laurent Montiel se sont rendus chez les Bernadets, une famille d'éleveurs de canards et de poulets qui a très difficilement vécu cette crise. Vous allez le voir, depuis 1 mois et demi, ils n'ont plus aucun animal. Ils espèrent bientôt une reprise d'activité. Regardez. Bonjour Anaïk, nous sommes ici au cœur de la Chalosse, un territoire du département des Landes qui a été particulièrement frappé par cette crise de l'influenza aviaire. Alors nous sommes ici sur l'exploitation familiale des Bernadets. Je suis en compagnie de Guylaine Bernadet. Bonjour madame. Bonjour. Il y a encore 1 mois et demi, vous aviez des volailles, des canards. Il n'y a plus aucune volaille aujourd'hui sur votre exploitation. Vous en aviez combien exactement ? Donc on a 2 sites nous. Donc on a un site de canards où il y a 2 bâtiments où il y avait 10 600 canards et un site de poulets où il y a aussi 2 bâtiments avec 9 600 poulets en tout. Tout est parti depuis le 15 janvier. Comment vous vivez aujourd'hui cette situation, le fait de ne plus avoir aucun animal sur votre exploitation ? Pour nous, c'est très, très déprimant de voir ces bâtiments vides, de ne plus voir d'animaux en extérieur puisqu'on ne fait que du label, donc on n'a que de liberté et des animaux dehors. Donc il n'y a plus de bruit, il n'y a plus d'animaux, c'est déprimant. Guylaine Bernadet, je vous propose qu'on se rapproche du bâtiment qui est juste derrière nous, car vous y avez vécu un moment particulièrement éprouvant au mois de janvier. Dans ce bâtiment, il y avait 4400 poulets qui ont été atteints par la maladie et à partir du jour où on s'est rendu compte qu'ils étaient malades, ça a été 10 jours d'enfer. Heureusement qu'on est 3 sur exploitation et qu'on a pu se soutenir les uns les autres, mais ça a été particulièrement difficile aussi pour Julien qui est jeune agriculteur et qui a dû vivre cet enfer lui aussi, quoi. Alors Julien, justement, vous venez de vous installer comme jeune éleveur. Vous, qu'est-ce que vous avez découvert ici dans ce bâtiment ? C'était un entassement de cadavres de volailles ? C'était un entassement de cadavres de morts et d'agonisants qu'on ramassait tous les jours pour mettre dans des big bags, qui n'est pas le métier que nous faisons pour élever un joli poulet en bonne santé qui gambade dehors. Guylaine Bernadet, les services de l'État à l'époque ont été efficaces à ce moment-là ? Non, pour nous les services de l'État n'ont pas été efficaces. Il a fallu 10 jours avant qu'ils viennent nous soulager, nous retirer les cadavres qui étaient stockés dehors, nous enlever les poulets vivants. Il faut savoir que sur ce bâtiment, sur 4400 poulets, il en est resté 26 vivants. Donc on n'avait qu'une peur, c'est que l'autre site soit atteint et qu'on revive la même chose encore pendant autant de temps. Après cette période d'abattage, l'heure est aujourd'hui au nettoyage et à la désinfection des bâtiments pour les éleveurs de volailles landais. Une étape indispensable avant l'instauration d'un vide sanitaire qui pourrait durer plusieurs semaines avant, ils l'espèrent, une reprise de l'activité.
Luc Servant, c'est compliqué pour la filière canard en Nouvelle-Aquitaine. Qu'est-ce que vous attendez pour les semaines qui viennent ? C'est compliqué parce que c'est une crise qui se répète. Il y avait eu la même chose il y a 3 ans et 5 ans. Donc aujourd'hui, il faut aller très vite pour remettre la filière sur pied et qu'elle puisse repartir. Alors c'est très compliqué et on l'a vu pour les agriculteurs. Ce sont des moments très difficiles. Derrière, il faut vider les élevages, il faut nettoyer. La question du délai avant de pouvoir retrouver de la production. Et puis aujourd'hui, il faut à la fois accompagner les éleveurs sur un plan financier parce qu'ils n'ont plus aucune production et donc de la perte de production très forte. Et là, il faut un accompagnement fort. Mais il faut aussi montrer que la suite est envisagée, que l'avenir est envisagé et voir comment ils vont pouvoir repartir pour avoir une assurance et ne pas retomber dans ces difficultés rapidement. Alors vous l'évoquez, c'est pas la première fois. Il y a des épizooties qui se multiplient. Il y a aussi en ce moment le virus du BVD pour les bovins, il y a la rhinopneumonie pour les chevaux. C'est le symptôme de quoi tout ça, Jean-Baptiste Moreau? Ça veut dire qu'il faut freiner le système? Non, c'est pas forcément significatif de l'évolution de l'exploitation. Ça a toujours existé, les zoonoses. Dans les années 60, on a eu la fièvre afteuse, on a eu la blue tongue dans les années 2000. Enfin, je veux dire, c'est pas lié forcément à l'exploitation, mais évidemment, quand vous avez plus de proximité entre les élevages, ça se contamine beaucoup plus vite. Et il se trouve qu'en plus, cette année, la grippe aviaire a été particulièrement virulente et particulièrement contagieuse. Donc, et elle s'est propagée très très vite, beaucoup plus vite qu'il y a 3 ans ou qu'il y a 5 ans. Donc, c'est un drame, on voit bien. Et d'ailleurs, c'est là aussi où je voudrais un peu que les gens de la ville se rendent compte de ce que c'est que ce métier-là. Et contrairement à ce que les animalistes veulent bien dire, les éleveurs, ils sont attachés à leurs animaux bien au-delà de l'intérêt économique qu'ils peuvent avoir. C'est absolument pas ça. C'est vraiment un attachement viscéral et profond. Donc voilà, ça met aussi ça en avance parce que c'est un vrai traumatisme de vivre ça. On l'a vécu avec des troupeaux abattus totalement au moment de la vache folle. Moi, dans les années 2000 où je travaillais au pôle de l'Anneau, on a connu ça avec des éleveurs qui avaient des abattages totaux. C'était des traumatismes des générations qu'ont construit ces élevages qui sont balayés du jour au lendemain. C'est vraiment dramatique. Donc ces épisodes aussi, elles ont toujours existé. Maintenant, c'est vrai que leur point de départ, parfois, c'est effectivement les échanges internationaux et ça c'est ramené de différents pays, de pays tropicaux vers des pays comme chez nous. Donc c'est vrai qu'il faut là-dessus être vigilant sur les conditions sanitaires, sur les introductions d'animaux, mais c'est déjà le cas. On est très surveillé en France. On a des services vétérinaires qui sont performants même par rapport aux autres pays européens, mais il faut être hyper vigilant et il faut surtout effectivement que les indemnisations arrivent vite pour que les gens puissent redémarrer parce que psychologiquement c'est très compliqué. Je vais vous remercier, Jean-Baptiste Moreau, d'être venu participer à cette émission. Luc Servant, on se retrouvera un peu plus tard pour parler d'un autre thème avec vous. Merci beaucoup, messieurs, d'être venus ici au lycée d'Évasé. Alors, comme on l'a vu dans l'excellent documentaire Nous paysans sur France 2, l'agriculture est un secteur en évolution permanente. D'ailleurs, on ne pratique pas le métier de la même façon qu'on ait 60 ans ou 25 ans. Vous allez le voir dans ce reportage qui a été tourné en Gironde avec 2 producteurs de lait, l'un qui sera bientôt à la retraite, l'autre qui vient de reprendre la ferme de ses parents. 2 parcours pour un même métier. Un portrait croisé signé Jean-Claude Lacoste et Dominique Mazère. L'aube se dessine à peine sur la ferme de Pascal Auru. C'est le rituel de la traite comme tous les jours depuis 1981. Ce matin, 350 litres pour une trentaine de vaches Primolstein. Après 40 ans d'activité, ce producteur de lait va s'arrêter. Le passage à la retraite est délicat à appréhender. Oui, eh bien, je ne sais pas comment ça va se passer. Même si je suis habitué à prendre quelques jours de vacances ou, disons que je m'habitue assez bien à ne pas traire. Mais sur une période un peu plus longue, je ne sais pas comment je vais réagir. À quelques kilomètres de Saint-Antoine-sur-l'Isle, la commune de Lefieux, où se trouve la ferme familiale de Cédric Pointet. Le jeune agriculteur a démarré en 2019 avec ses parents et va reprendre l'élevage. 70 laitières ici en pleine ration d'ensilage, maïs trèfle et paille de colza. Mon histoire, c'est celle d'un enfant de paysan qui a grandi à la ferme, qui passait ses vacances sur le tracteur. Après, les études ont suivi. J'ai travaillé un petit peu à l'extérieur, mais toujours la fibre agricole. Il vaut mieux avoir la fibre agricole car le métier est prenant. Pascal a débuté sa carrière après un BEP et s'est formé à la comptabilité. Son lait lui rapporte 353,29 € à la tonne, de quoi vivre. Le sexagénaire paie ses factures en ligne mais reste traditionnel. J'ai toujours pratiqué la pâture depuis que je me suis installé, tel que pratiquaient mes parents.
J'ai apporté l'alimentation en ensilage lorsque je me suis installé et modifié également le mode de suivi et également le mode de production. Du haut de ses 25 ans, Cédric vit avec son temps. Un BTS pour conduire l'exploitation et un outil de travail précieux, le téléphone. Il utilise les réseaux sociaux pour les pratiques agricoles, les applications pour les cultures et le suivi du troupeau. Le téléphone, on s'en sert pour tout faire. On s'en sert pour déclarer les interventions sur les cultures. Là, quand je semais, j'ai appuyé sur mon application, j'ai déclaré que j'étais en train de semer. Je déclare tout sur mon téléphone. Pour l'élevage, les vaches qui sont en chaleur, les naissances, les sorties, tout. Retour chez Pascal, au moment de la pause petit déjeuner, la journée s'articule ainsi avant la traite du soir, sans compter la maintenance du matériel, les réunions professionnelles et la vie personnelle. Faire de la randonnée, je fais du VTT les week-ends ou dès que j'ai un peu de moment qu'il fait beau. À l'heure actuelle, ce n'est pas le cas. Et d'autres loisirs, ça a été de sortir avec des amis pour aller voir des matchs de rugby. Après une matinée de labeur, le meilleur moment pour Cédric, c'est quand il retrouve sa compagne Mélanie et le petit Louis, tout juste 2 mois. Il faut arriver à gagner un petit peu plus de temps pour avoir un tout petit peu plus de temps libre pour en profiter. Voilà. J'essaye de rentrer boire le café le matin ou à l'occasion où je peux. Le midi, on mange ensemble pour en profiter au maximum. Dès que je l'ai rencontré, je savais à quoi m'attendre. Parce que moi, je connais le métier aussi. Je suis née à la campagne, je suis née à la ferme aussi. Faute de reprise par ses enfants, Pascal Auru va céder sa ferme à une jeune agricultrice. Quant à Cédric Pointé, c'est le début de l'aventure. Pour l'instant, il se dégage 1 500 € de salaire. Et pour se lancer en agriculture, il faut évidemment se former. En Nouvelle-Aquitaine, il y a 22 établissements publics d'enseignement agricole. Le lycée des Vazés, où nous nous trouvons, en fait partie. Il est étendu sur 300 hectares, sur un site qui se trouve ici, mais aussi à Magnac-Laval. Et ici, on étudie avec des animaux vivants. Nous sommes justement dans la bergerie du lycée et nous allons rejoindre nos 2 invités. Catherine Demézy, proviseure adjointe. Bonjour, merci de nous accueillir ici. Avec et Olivier plaisir. Mathieu, qui est enseignant d'agronomie et référent agroécologie. Alors, première question, Catherine Demézy, comment se portent les effectifs de l'établissement ? Est-ce que ça séduit les filières agricoles aujourd'hui ? Écoutez, oui, on n'a pas à se plaindre. On a des recrutements qui sont assez bons, que ce soit dans les filières agricoles que dans les autres filières. En formation initiale scolaire, donc au lycée, mais également par la voie de l'apprentissage, nos effectifs se portent bien. On a des jeunes et des moins jeunes qui viennent se former sur le site des Vazés. Et qui viennent du Limousin et d'ailleurs ? Qui viennent du Limousin et d'ailleurs. Sur les filières agricoles, un recrutement plutôt local, encore que, selon nos spécificités, on peut attirer aussi. Mais sur les autres filières, telles que la maraîchalerie, par exemple, on a des jeunes qui viennent de plus loin. Olivier Mathieu, vous êtes référent en agroécologie. Qu'est-ce que ça veut dire exactement, concrètement ? Alors, l'agroécologie, c'est un peu associer les principes de l'écologie et associer également les principes de l'agronomie, pour tout simplement mettre en place des systèmes agricoles productifs, des systèmes également respectueux des ressources communes et également capables de générer un revenu. Et puis pour les jeunes qui vont s'installer, des systèmes où ils pourront s'épanouir. Tout simplement, on rejoint là les 3 piliers finalement du développement durable, que sont l'économie, l'environnement et bien entendu le social. C'est une préoccupation qui est très forte chez eux ? Oui. On a des générations qui sont de plus en plus sensibles à ces problématiques-là et qui souhaitent mettre en place dans leurs projets, leurs futurs projets d'installation notamment, ces principes de l'agroécologie bien sûr. Et puis de toute manière, c'est à eux à prendre en main cette problématique-là. Catherine Demézy, on va marcher un petit peu vers les brebis qui sont là-bas et qui nous regardent. Les étudiants qui sont ici, qu'est-ce qu'ils deviennent après ? Est-ce qu'ils s'installent tout de suite ? Est-ce qu'ils poursuivent leurs études ? Comment ça se passe ? On a tous les cas de figure. Nous, en tout cas, on les incite à poursuivre leurs études après un bac pro, aller sur un BTS. Pourquoi ?
Parce que pour nous, c'est important qu'ils acquièrent davantage de maturité avant de se lancer dans l'emploi. Ils sont tout jeunes quand ils sortent. Alors effectivement, ils peuvent tout à fait prétendre avec un bac pro à devenir salariés ou responsables d'exploitation agricole, puisqu'ils ont la capacité professionnelle à cette installation. Mais on estime qu'ils ont besoin de mûrir encore un peu avant de se lancer dans cette grande aventure. Et on a la satisfaction de les voir aussi poursuivre après leur BTS, que ce soit en école d'ingénieur ou en licence professionnelle. On a vraiment tous les cas de figure et du coup on est très fiers de tout leur parcours finalement. On a toujours plaisir à recevoir nos anciens qui viennent témoigner auprès de nos élèves actuels de leur parcours et grosso modo je crois bien qu'on est fiers de tous, quel que soit finalement ce qu'ils font. Ils le font souvent très bien. Merci beaucoup Catherine de Mézy, merci Olivier Mathieu d'avoir répondu à nos questions ce matin. Justement, maintenant, on va s'intéresser à un service qui permet de remplacer les agriculteurs quand ils sont en congé maladie, maternité, paternité ou tout simplement en vacances. En Charente, une vingtaine d'agriculteurs travaillent ainsi en CDI pour l'association Service de remplacement. Le coût pour l'agriculteur varie en fonction de ses revenus. Tout de suite, le reportage de Bruno Pillet et Cécile Landais. Jackie, éleveur laitier, bénéficie pendant un mois de l'aide de Benoît. Après une opération médicale, il doit se reposer. C'est la deuxième fois qu'il fait appel à ce service. Indispensable, selon lui, surtout qu'il n'a aucun employé. C'est un moyen de me remplacer, je ne suis pas irremplaçable, loin de là. C'est tout ce que je vois. Non, ça va largement aussi bien qu'avec moi. Si j'avais personne pour venir me remplacer, je ne sais pas comment ça pourrait aller. On est arrivé dans des régions où il y a plus l'entraide, ça n'existe plus entre agriculteurs. Alors vous comprenez qu'il faut quelque chose à côté. Autrefois, c'était les agriculteurs qui s'aidaient un petit peu, mais aujourd'hui, ça n'existe plus. Les gens qui travaillent, ils n'ont pas le temps d'aller aider le voisin, de toute façon. Après avoir obtenu plusieurs diplômes agricoles, Benoît a choisi l'itinérance. De ferme en ferme, c'est ce qu'on appelle un agriculteur remplaçant. Un mode de travail qui lui convient parfaitement. Dès qu'on a une nouvelle mission chez un nouvel exploitant, on prend contact avec lui, on va le voir, on va prendre des consignes, on va voir comment il fait. Et après, on s'adapte. Vous aimeriez vous installer à votre compte ? Non, pas spécialement, non. Non, c'est pas prévu. Et puis comme j'aime pas forcément tomber dans la routine, donc le service d'emplacement a changé souvent de ferme, ça me plaît, quoi. C'est génial. Ce système est proposé par une association présente dans chaque département depuis presque 50 ans. Son nom, le service de remplacement. Il peut être déclenché en cas de maladie, de formation, de maternité ou encore lorsque les agriculteurs souhaitent prendre des vacances, tout simplement. On a beaucoup plus de congés aussi, surtout chez les agriculteurs plus jeunes qui veulent se faire remplacer pour qu'ils partent en vacances, pour avoir des vacances, pour avoir des week-ends et ainsi de suite. Prendre un week-end de temps en temps, c'est agréable, ça fait du bien. Prendre une semaine de vacances par an ou deux, c'est agréable aussi et les gens reviennent et ils en ont besoin. Même si c'est un coût, ils reviennent souvent. Julien fait partie de la vingtaine de salariés en CDI de l'association. En fonction de ses demandes, il peut travailler chaque semaine dans une ferme différente. Lui-même possède une petite exploitation, mais pas suffisante pour vivre. C'est pas assez grand au niveau superficie pour pouvoir sortir un salaire. Alors du coup, ça fait 9 ans que je travaille au service de remplacement. Et ça vous plaît ? Ça me plaît, ouais. Ça me plaît parce que on apprend d'autres techniques. On apprend à connaître des gens, puis on bouge pas mal. Là encore, un réel besoin pour cet agriculteur qui se fait remplacer régulièrement. Il y a quelques années pour congé paternité ou encore ponctuellement pour assister à des réunions professionnelles. Et il a toute confiance en Julien. Tu me mettras la paille, tu me fais les 2 cases où il y a les vaches à l'engraissement. D'accord. Et puis après tu mets un petit peu là où il y a les moutons, comme tu fais d'habitude, quoi. D'accord. Allez, à plus tard. Ça soulage énormément de savoir qu'une personne sait faire. C'est pas un stagiaire, donc il sait faire. On le laisse en autonomie, il sait conduire le tracteur, il sait atteler un outil, passer un outil dans le champ, il sait faire le soin aux animaux. S'il y a une vache qui est malade ou un agneau qui va pas, il sait le détecter, il sait faire ce qu'il a besoin de faire, ou de me prévenir, ou de faire les soins nécessaires. Donc c'est vrai que ça permet de se reposer sur quelqu'un qui sait travailler. En 2020, en Charente, près de 300 agriculteurs ont bénéficié de ce service de remplacement.
Et nous sommes de retour sur France 3 Nouvelle-Aquitaine pour cette émission spéciale, je vous le rappelle, consacrée au défi de l'agriculture dans la première région agricole de France depuis le lycée d'Évasé, depuis cette stabulation. J'accueille sur ce plateau les représentants de 2 syndicats agricoles. Bertrand Vantaux, bonjour. Prenez votre micro. Bonjour. Vous êtes membre de la coordination rurale et vous présidez la Chambre d'agriculture de la Haute-Vienne, la coordination qui préside aussi la Vienne et le Lot-et-Garonne dans cette grande région. À côté de vous, Frédéric Lascaux, bonjour. Bonjour. Vous êtes le porte-parole de la Confédération paysanne en Limousin. Merci à tous les deux d'être venus sur ce plateau. Frédéric Lascaux, votre syndicat, il a manifesté aux côtés de la FDSEA depuis un certain nombre de jours pour protester contre la loi Egalim et contre les marges de la grande distribution. Le ressentiment, il est important ? Ce n'était pas spécialement contre la loi Egalim que nous avons manifesté. Il y a quelques années de ça, on était déjà avec Bertrand devant une grande surface pour faire le même genre de manifestation. Contre son inefficacité, on va dire. Contre l'inefficacité de la loi et surtout qu'elle soit non contraignante pour les grandes surfaces. Il y a un jeu de dupes qui est en train de se jouer, jeu de dupes pour les agriculteurs et pour les consommateurs, les deux étant perdants dans l'histoire. Et nous avons essayé de mettre un peu de lumière sur cette réalité-là. Les grandes surfaces font beaucoup de communication sur notre mode d'exploitation, sur nos bêtes en plein air, ou sur le poulet, comme la Nouvelle-Aquitaine, sur le poulet en plein air, sur nos méthodes de production les plus vertueuses. Et à l'arrivée, on n'a jamais de contractualisation locale avec eux. Et ça, c'est un réel manque de la loi d'imposer que nous puissions passer nos productions dans ces grandes surfaces. Bertrand Vantaux, vous craignez qu'il y ait une forme de ras-le-bol très, très puissant chez les agriculteurs de la région ? Oui, il y a un ras-le-bol qui est lié au prix, mais pas uniquement, parce qu'on a quand même des productions où il y a un prix garanti, il ne faut pas l'oublier, et d'autres productions qui sont sur un marché mondial ou un marché libre. On a un problème en viande bovine d'importation, c'est très clairement ça, et aussi de filière. Mais oui, effectivement, ils en ont marre. Nos agriculteurs en ont marre, ils en ont marre du réglementaire, de ne pas forcément gagner leur vie, mais en particulier aussi d'être persécutés au quotidien et qu'on véhicule une mauvaise image d'eux. Ça, ils vivent très mal, et c'est l'ensemble qui fait que c'est une poudrière, oui. Et les grandes surfaces, vous vous dites que finalement c'est un lobby qui est trop puissant pour qu'on puisse l'atteindre ou qu'on puisse faire pression sur lui ? Non, on peut faire. Le problème, c'est qu'il y a les grandes surfaces, mais il n'y a pas que les grandes surfaces. Il y a aussi des opérateurs privés ou coopératifs qui sont... des intermédiaires, quoi. Des intermédiaires qui sont en train de se regrouper. Et c'est là où, à mon avis, il y a également un manquement de la réglementation européenne qui devrait empêcher la concentration de tous ces acteurs. Parce qu'en fait, le problème, il est là. Et le fait que, par exemple, en viande bovine, on ne sache pas protéger cette production qui est sensible des importations. Voilà pourquoi on a aussi une baisse des prix. Alors on parle beaucoup d'agriculture sur l'antenne de France Télévisions. Depuis quelques jours, en 40 ans, le nombre d'agriculteurs, il a été divisé par 4 en France. On est passé de 1 682 000 à 400 000. Comment est-ce qu'il faut inverser cette tendance, Frédéric Lascaux ? Alors, on voit les difficultés d'installation sur des structures qui sont de plus en plus grandes et qui sont de plus en plus difficiles à reprendre. Donc, évidemment que l'association de plusieurs éleveurs dans des formes de GAEC ou autres, c'est une des solutions pour pouvoir se permettre d'avoir un peu de liberté et de ne pas être complètement seul face aux difficultés financières et morales que l'on rencontre. Après, on voit beaucoup de jeunes qui s'installent, des néo-ruraux, qui arrivent sur des petites structures et qui rajoutent au type de vente habituelle, de la vente directe, de la vente à la ferme, sur des marchés. C'est une grande nouveauté et on arrive à installer du monde, mais on est loin de remplir la place qui va se libérer dans les années à venir en termes de surface. Bertrand Vantaux, quand on veut acheter, il faut passer par la SAFER. C'est un organisme où il y a un certain nombre de personnes qui sont représentées, notamment les chambres d'agriculture. Est-ce qu'il y a aussi une forme d'opacité dans ce type de structure-là ? On ne sait pas quels sont les critères d'attribution, par exemple. Alors, il y a plusieurs choses. C'est que quand on veut acheter, on n'est pas obligé de passer par la SAFER. C'est-à-dire que forcément, elle aura l'information de l'achat. Ça, c'est clair, net et précis. Il peut y avoir des ventes directes. Il y a la vente directe, mais la SAFER est un outil de surveillance. Donc, elle va passer toutes les transactions qui sont de la vente. La location, c'est autre chose. Voilà, donc sur ce point de vue-là, c'est assez clair et c'est assez clair. Par contre, oui, qu'il y ait une certaine opacité au niveau de certaines SAFER qui fonctionnent mal, oui, je suis d'accord. Mais malgré tout, il y a des règles qui sont votées. Le contrôle des structures et un rang de priorité. Et ça doit être respecté. Et quand on regarde le fonctionnement des SAFER, je suis désolé, mais c'est pas forcément respecté partout, c'est du copinage. Et ça, c'est pas possible. Si on vote des lois, on doit les appliquer. Si on vote un règlement, on doit l'appliquer. Et c'est pas du copinage. Alors on fait un constat, on parle d'aujourd'hui, on va parler d'avenir aussi. Comment vous la voyez, l'agriculture en Nouvelle-Aquitaine, dans 10, dans 20 ans, Frédéric Lascaux, et comment vous la souhaitez en tout cas ? On peut malgré tout être optimiste parce que on l'a vu lors du premier confinement, les consommateurs sont revenus acheter des produits locaux de qualité. On s'est battu pour la réouverture des marchés à la Confédération paysanne. C'était pas anodin et on a
vu depuis, même s'il y a eu une baisse pendant l'été, quand même globalement une augmentation de cette vente locale et avec une reconnaissance des produits locaux. Et on a quand même Bordeaux qui est la capitale de la Nouvelle-Aquitaine et on peut imaginer que comme il y a eu le marché lyonnais à une époque, le marché bordelais puisse être une issue pour notre viande et nos légumes. Donc on est quand même plein d'espoir et puis il y a beaucoup de jeunes, on les voit dans ces lycées agricoles, mais de partout, des jeunes viennent, le métier est intéressant, il y a un ras-le-bol de la ville aussi, des conditions de vie en ville et même si la terre est basse et si le métier est dur, il est plein de bonheur et donc on peut imaginer si les consommateurs jouent le jeu, les paysans seront derrière pour leur répondre. Bertrand Vantaux, comment vous la voyez, l'agriculture de cette région dans les années qui viennent ? Je la vois avec des réserves d'eau parce que sans eau, on aura un problème face au dérèglement climatique. Ça sera un enjeu. C'est un d'avenir. enjeu qui est colossal et Oui. on a la ressource, on doit pouvoir la mobiliser. Et puis je la vois avec des agriculteurs qui feront du bio, du conventionnel ou d'autres productions, qui seront fiers de le faire, qui seront des battants, des conquérants et qui vont y arriver parce qu'ils y arriveront. Et c'est un monde qui est très dur, mais je reste persuadé qu'il y a de l'avenir. L'agriculture va changer, elle sera différentes, mais ils vont s'adapter et j'y crois. Alors, mais j'y crois très fort et c'est un beau métier qu'on fait, un très beau métier. Et c'est un beau message que vous êtes venus porter sur ce plateau. Merci beaucoup, messieurs, d'être venus participer à cette émission. Merci beaucoup. On parlait des revenus agricoles tout à l'heure. On va voir que de plus en plus d'agriculteurs diversifient leur activité en se lançant dans les énergies renouvelables, éolien, photovoltaïque, méthanisation. Voici un exemple. Dans les Deux-Sèvres, David Paya est éleveur et céréalier, mais il a aussi créé une unité de méthanisation. Des panneaux photovoltaïques permettent également d'alimenter le fonctionnement de l'unité. François Bombard et Antoine Morel l'ont rencontré. Regardez. David Paya, vous êtes éleveur céréalier ici à Mauzé-sur-le-Mignon avec 11 autres agriculteurs. Vous êtes associés pour ouvrir cette unité de méthanisation il y a 2 ans. Pourquoi ce choix ? Eh bien, en fait, en 2013, lorsqu'on a initié les études du projet, on avait fait le constat nos exploitations étaient très exposées sur les marchés, en particulier celui du lait, des céréales, de la viande bovine. Et donc, on a cherché une nouvelle source de revenus qui nous apporterait des revenus plus constants. Alors, on a démarré avec un petit peu de photovoltaïque sur notre exploitation. Et puis, rapidement, on a commencé à travailler sur ce projet collectif avec les 12 exploitations, avec aussi l'objectif de gérer en fait, nos effluents un petit peu différemment. Alors ici, 90% de ce qu'on met dans le méthaniseur, c'est des effluents. C'est ça. Et vous disiez, redonner un petit peu à la collectivité, c'est que vous produisez de la thermie pour la commune. Voilà, alors en dehors de l'électricité qu'on vend aujourd'hui via un contrat EDF obligation d'achat, type panneau solaire, le moteur qui produit l'électricité, donc qui consomme le biogaz, qui brûle le biogaz qui est produit ici, c'est un moteur thermique et donc il émet autant de thermie en puissance qu'il produit d'électricité. Donc on a fait un gros travail ici de valorisation de cette thermie, notamment au travers d'un réseau chaleur de 2 km qui dessert 3 collectivités, la communauté d'agglomération de Niort au travers de la piscine, le collège pour le conseil départemental et l'école primaire, l'école maternelle, le centre socioculturel et l'hôtel de ville de la ville de Mauzé, la petite ville de Mauzé qui est à côté. Mais alors là, vous n'êtes plus agriculteur, vous êtes producteur d'énergie. Est-ce que vous ne perdez pas l'essence de votre métier quand même ? Non, jamais. C'est un projet avant tout agricole, c'est une méthanisation agricole ici. Et quelques minutes avant que vous arriviez tout à l'heure, j'étais encore sur mon exploitation agricole à m'occuper des vaches ce matin avec mon frère et mes salariés. Est-ce que pour vous, c'est l'avenir de l'agriculture, ces diversifications ? Pour moi, il n'y aura pas demain un modèle agricole, mais des modèles agricoles qui répondent en fait au mieux aux besoins des territoires dans lesquels ils sont posés. C'est-à-dire qu'ici, c'est de la méthanisation, des fois, il y a du solaire, des fois, on a de la production en vente directe. Voilà. Et toutes les nouvelles formes de diversification qu'on peut aujourd'hui vont apporter de la résilience aux exploitations agricoles. C'est ça qui est intéressant. Merci David Paya pour cette explication. Et nous sommes toujours sur le site d'Évasé, cette fois au centre de formation des apprentis près de Limoges, à Verneuil-sur-Vienne, pour notre émission consacrée au défi du monde agricole en Nouvelle-Aquitaine. Nous sommes dans une serre de l'établissement avec Armand Hérisson. Bonjour. Bonjour. Vous êtes étudiant en BTS Production Animale et Kevin Martinez, bonjour. Bonjour. Vous êtes stagiaire en brevet professionnel responsable d'exploitation agricole. Armand Hérisson, première question, pourquoi vous avez choisi ce cursus ? Donc moi déjà j'avais fait un bac STAV au lycée à Rouillon, donc en Sarthe. Je suis pas originaire de la région et je suis venu poursuivre mes études ici afin de découvrir une nouvelle région qui était la Nouvelle-Aquitaine, pour découvrir d'autres problématiques de terrain que rencontre l'agriculture.
Et donc le BTSPA pour améliorer mes connaissances dans la technique de l'animal et toute l'analyse et le conseil qu'on peut faire et apprendre ici en BTSPA. Et vous êtes issu d'une famille d'agriculteurs? Oui, mon papa a une exploitation et on avait des vaches limousines, de la culture et de la volaille. Kevin Martinez, vous êtes en reconversion, donc vous ne faisiez pas du tout ça avant? Tout à fait. Avant, je travaillais dans un bureau d'études en environnement où j'étudiais l'impact de la construction de diverses structures sur la faune et la flore. Et qu'est-ce qui vous a justement incité à changer de voie? J'ai eu envie de changer pour retrouver un métier qui ait un petit peu plus de sens, qui corresponde plus à mes valeurs et qui soit plus manuel et plus concret, en tout cas, que ce que je pouvais faire avant. Donc du coup, il y a eu cette opportunité de formation pour faire du maraîchage sur petite surface en agriculture biologique. Et alors quel est le projet? Puisque là vous allez finir dans quelques mois votre formation. Cette formation se finit au mois de juillet et donc ensuite le projet c'est de s'installer en association avec un collaborateur, on serait 2 sur la ferme, pour faire une ferme maraîchère sur petite surface, production de légumes avec vente directe ou en circuit court. Alors après nous la difficulté c'est qu'on n'a pas encore les terrains puisque nous on n'est pas issus du monde agricole, on est comme on dit hors cadre familial. Ça c'est difficile. Effectivement, c'est plus difficile en tout cas. Donc pour l'instant, nous, il y a la prochaine étape, ça va être de trouver les terrains après la formation en tout cas. Alors Armand Hérisson, votre projet, c'est pas forcément d'avoir une exploitation tout de suite. Vous voulez faire quoi? Non, déjà travailler ailleurs, connaître toutes les facettes du milieu agricole parce qu'il y a l'exploitation, mais il y a tout le para-agricole, ce qu'on appelle, avec plein de particularités et de choses qu'on peut apprendre partout. Et donc non, je souhaite d'abord poursuivre mes études par une licence professionnelle et puis ensuite soit regagner un master ou une école d'ingénieur et travailler dans le monde agricole et pouvoir faire avancer ce beau métier. Ce beau métier que vous voulez changer aussi un petit peu? Oui, enfin, on essaye toujours d'évoluer. Hein. Le monde agricole, chaque jour, il évolue. Peut-être que le consommateur, justement, n'arrive pas à voir cette chose-là. Mais oui, on évolue chaque jour et on cherche à améliorer nos pratiques et à faire quelque chose de meilleur. Merci beaucoup à tous les deux. En tout cas, on vous souhaite bonne chance pour la suite de vos projets. Et nous sommes toujours sur France 3 Nouvelle-Aquitaine pour une émission spéciale consacrée aux défis de l'agriculture dans cette belle région depuis le lycée d'Évasé, près de Limoges. Avec nos invités, on va continuer à parler d'avenir. Luc Servant nous a rejoint à nouveau. Bonjour, rebonjour. Président de la Chambre régionale d'agriculture de Nouvelle-Aquitaine. Et j'accueille sur ce plateau Grégory Derville. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes enseignant à Sciences Po Lille, spécialisé sur les politiques environnementales et vous êtes aussi installé en Haute-Vienne où vous proposez notamment des stages d'initiation à la permaculture. Le thème de cette émission, ce sont les défis qui attendent l'agriculture dans les années qui viennent. Parmi eux, évidemment, le réchauffement climatique. Luc Servant, comment est-ce que les agriculteurs de Nouvelle-Aquitaine se préparent à ce changement inéluctable ? Alors on y travaille au niveau des chambres d'agriculture et on suit depuis quelques années l'évolution du climat et l'impact sur l'agriculture. Et on voit bien très clairement que le climat est bouleversé, les choses vont vite, vont très vite, plus vite sûrement qu'on ne l'imaginait, avec un impact très fort pour l'agriculture. Et ça va se traduire sur des moissons qui vont être plus tôt, des récoltes plus tôt, des rendements parfois moindres et des sécheresses qui s'accentuent et qui s'amplifient. Donc 2 choses là-dessus pour l'agriculture. D'une part, il faut qu'on adapte nos modes de production à cette évolution du climat. Ça, c'est le premier point, et donc voir comment on fait évoluer nos cultures, peut-être qu'on change de pratique, de culture, voir comment on peut travailler tout ça. Et le deuxième point, c'est ce qu'on appelle l'atténuation. Comment est-ce que l'agriculture, on est sur le terrain, voilà. Comment est-ce que l'agriculture peut participer à l'atténuation du changement climatique en recaptant du carbone justement dans les sols et dans les arbres. Alors Grégory Derville, vous êtes enseignant. Vous plaisez beaucoup à nos vaches qui sont sur le plateau, visiblement. Donc enseignant, je le disais, spécialisé sur les politiques environnementales. Vous avez publié notamment ce livre que je vous montre tout de suite qui s'appelle « Réussir la transition écologique, outils pratiques pour agir ensemble ». Alors pour vous, la priorité pour adapter notre agriculture au changement climatique, c'est quoi ? Alors, au changement climatique, déjà, indépendamment du fait que, effectivement, elle est très impactée, cette agriculture, par le changement climatique, qui est brutal et qui s'accélère en plus,
Il me semble important aussi de souligner qu'elle est aussi l'agriculture contributrice en fait de ce changement climatique, et notamment sous la forme la plus répandue aujourd'hui dans le monde occidental, une forme qui est très industrialisée en fait, et qui du coup nécessite un machinisme énorme, beaucoup d'engins, une très forte consommation d'énergie fossile, beaucoup de cultures annuelles sur des très grands champs, ce qui veut dire effectivement que c'est pas forcément très compatible avec le stockage de carbone. Et puis au-delà de ça, il y a aussi beaucoup d'autres enjeux sur le caractère non durable en fait de ce modèle agricole, en termes de biodiversité, en termes d'érosion des sols, en termes d'appauvrissement des sols, et aussi en termes de ressources. Est-ce qu'il est encore temps d'agir? J'espère bien. En tout cas, il est assez urgent d'engager un changement de cap qui soit vraiment très très radical. Et alors, tout le monde y est gagnant, et y compris les agriculteurs eux-mêmes. C'est-à-dire que ce que je dis là, en fait, n'est absolument pas une mise en cause des agriculteurs en tant qu'individus. D'ailleurs, je suis installé à la campagne, je suis très proche de beaucoup d'amis qui sont agriculteurs, et j'ai un très beau métier. Et la plupart des agriculteurs sont en fait en grande partie victimes de ça. C'est aussi un métier où on travaille beaucoup, qui est très épuisant, qui est très difficile. Donc en fait, c'est un système qu'il faut remettre en question pour aussi libérer les agriculteurs et aussi redynamiser les campagnes. Et aussi, voilà, donc c'est... Luc Servant, on dit beaucoup que le modèle productiviste, il a montré ses limites et qu'il faut en revenir. Vous êtes d'accord avec ça ? Il a été mis en place pour répondre à une demande, quand même, il ne faut pas l'oublier. Absolument, mais ça évolue depuis. Alors, les choses ont depuis évolué. Il y a quand même une population qui augmente qu'il faut continuer de nourrir. Et l'enjeu aujourd'hui est quand même pas mince, il est très important. C'est de pouvoir continuer à nourrir une population mondiale qui augmente, qui a aussi de plus en plus de moyens, qui a des attentes de plus en plus fortes sur sa production alimentaire, et en même temps des enjeux de ressources naturelles, ça a été dit, auxquels il faut qu'on puisse apporter des réponses. Et donc, l'agriculture doit faire évoluer ses pratiques pour répondre à tous ces enjeux, en même temps que le climat évolue. Enfin, il y a vraiment beaucoup d'enjeux aujourd'hui pour l'agriculture, et c'est vraiment le travail qu'on fait nous au niveau des organisations agricoles, Institut technique, la recherche, INRAE, la formation ou les chambres d'agriculture pour accompagner le monde agricole. Ça veut dire des formations, par exemple, que vous proposez, vous ? Alors, nous, la formation est très importante parce que les agriculteurs qui sont installés aujourd'hui se sont installés sur un modèle, sur des pratiques, et aujourd'hui, on leur dit il faut le faire évoluer. Donc, il y a des mesures qui sont là pour les accompagner, mais la partie de la formation que l'agriculteur doit faire tout au long de sa vie est important, et donc on accompagne ça peut être par de l'accompagnement technique, des formations plus ou moins longues. Il faut aussi que les agriculteurs aient le temps de le faire, parce que beaucoup sont pris sur leur exploitation, et donc il faut trouver des formules justement pour accompagner le monde agricole. Alors Grégory Derville, vous travaillez sur la création d'un écolieu donc à La Mèze, c'est en Haute-Vienne, où vous dirigez des stages de permaculture. Vous sentez qu'il y a un mouvement de fond, de gens qui font ce choix que vous avez fait vous aussi ? Alors, je ne dirige pas de stage, mais en fait, ça fait partie du projet sur le lieu. Je les accueille, j'y participe, effectivement. Et c'est un mouvement de fond, effectivement, parce que ce que je disais tout à l'heure, en fait, aujourd'hui, d'abord, c'est très, très bien documenté scientifiquement par une myriade de travaux scientifiques. Et il y a de plus en plus de personnes, notamment d'ailleurs des personnes qui viennent d'autres, comme on le voyait il y a quelques minutes, qui viennent d'autres secteurs et qui veulent se reconvertir dans le monde agricole, et qui ont compris que l'une des vulnérabilités aussi dont j'ai pas parlé juste avant du système agricole, c'est la dépendance aux énergies fossiles. Or, on sait que des énergies fossiles, le pic pétrolier, en fait, il est en train d'être passé actuellement. Et sans pétrole, le système actuel, agricole actuel, il est totalement sous perfusion de pétrole. Donc, il sera dans l'incapacité de produire ne serait-ce que la moitié, de quoi nourrir ne serait-ce que la moitié des Français. Donc, c'est aussi pour ça qu'il faut en sortir. Et de plus en plus de gens comprennent ça, ils veulent anticiper ce mouvement en contribuant à la résilience alimentaire des territoires, mais de manière hyper locale, en vrai circuit court. Et c'est pas toujours... Alors parfois c'est familial, ou à l'échelle d'écolieux, mais c'est très très souvent inséré dans des réseaux de territoire, le développement de circuits courts, de magasins de producteurs, d'espaces tests agricoles, etc. Et c'est ça en fait qui... Ça veut dire que la Nouvelle-Aquitaine et le Limousin, par exemple, sont des terres d'avenir ? Eh bien, si je me suis installé dans le Limousin, alors que c'était absolument pas ma région, je ne l'ai pas choisi par hasard. C'est une région qui est restée en grande partie à l'écart de ce mouvement de destruction d'écosystèmes qu'on peut voir dans la Beauce ou dans le Santerre, par exemple. Il reste beaucoup plus de bocage, beaucoup plus de haies, beaucoup plus de zones humides, etc. C'est plus vallonné. C'est un peu la pauvreté des sols qui a fait qu'ils ont moins pu être surexploités que dans d'autres régions, moins pu être mécanisés. L'agrandissement des parcelles a été limité ici par rapport à d'autres régions. Et c'est ça qui, à mon avis, fait sa force aujourd'hui, et son attractivité pour beaucoup de jeunes, de gens qui viennent de milieux urbains.
et qui peuvent y trouver de la place pour créer des projets qui sont, eux, vraiment résilients et sur le plan alimentaire. Luc Servant, vous présidez la première région agricole de France, hein, c'est pas rien. Est-ce que vous constatez qu'il y a effectivement des gens qui choisissent de venir s'installer ici, chez nous, et de lancer des exploitations ? Alors on sent ce retour, on va dire, peut-être d'une nouvelle génération d'agriculteurs. Moi qui suis de Charente-Maritime, on a vu depuis quelque temps une augmentation des installations, alors sous des formes diversifiées, avec de la transformation, de la vente directe, beaucoup de maraîchage ou de production de petites filières animales, on va dire. Mais on sent qu'il y a un retour, donc il faut qu'on l'accompagne. Et en même temps, il y a aussi de la production sur des exploitations peut-être un peu plus grandes, parce qu'on a aussi des grandes villes à alimenter. Donc il y a toute la partie circuit court, et ça se développe très fortement. Et on a vu depuis un an qu'il y a une forte attente de la part des consommateurs. Mais c'est vrai qu'il y a aussi des grandes villes et des plus grandes filières qu'il faut pouvoir alimenter. Donc je crois qu'il y aura diverses formes d'agriculture. Et aujourd'hui, on sent bien que les jeunes sont prêts justement à répondre à ce défi de la diversité. La souveraineté alimentaire, ça sera une question essentielle des années qui vont venir. On l'a déjà vu pendant le confinement. Oui, alors on l'a vu pendant le confinement, on a vu qu'on peut y répondre, mais qu'en même temps c'est fragile. Il y a d'autres zones du globe pour lesquelles ça peut être fragile. En France, on a la chance justement de pouvoir y répondre, mais avec ces défis qui arrivent, il faut qu'on puisse vraiment faire adapter, faire évoluer notre système pour avoir à la fois la souveraineté, mais en même temps la résilience, comme ça a été dit, puisqu'on pourrait avoir des systèmes de plus en plus fragiles avec le changement climatique ou avec ces épidémies qui pourraient peut-être se multiplier. Grégory Derville, sur la souveraineté alimentaire, ça sera un enjeu, effectivement. Je pense qu'il n'y en a pas beaucoup de plus important pour l'avenir des sociétés humaines. On sait très bien, il y a un proverbe anglais qui dit, je crois, un truc comme la civilisation ne dure que 3 repas. On peut se passer d'un repas, de 2. Quand on commence à avoir faim 3 repas et qu'on a des enfants qui ont faim, on va taper à la porte du voisin donc pour savoir s'il a des réserves. Donc c'est vrai que c'est un enjeu qui est absolument essentiel de contribuer à ce que chaque territoire produise la majeure partie de son alimentation ou de ses calories, de ses vitamines, et avec la moindre dépendance possible aux énergies fossiles, parce que sinon on peut se retrouver en quelques semaines ou quelques mois totalement à poil, si je veux dire. Est-ce que vous êtes optimiste en un mot pour l'avenir ? Vous êtes prof, vous avez des étudiants, qu'est-ce qu'ils vous disent ? Eh bien, quand je disais ce genre de choses il y a 10-12 ans, ils ouvraient des yeux ronds et je leur disais, bon, rendez-vous, repensez à moi dans quelques années. J'ai des retours assez régulièrement d'étudiants qui me disent, oui, ce qui se passe en ce moment, je repense à mon cours que j'ai gardé. Ça fait de moins en moins rire et ça fait de plus en plus réfléchir et parfois angoisser, mais en même temps, après, le passage à l'action est fondamental. Donc, une bonne partie de mon activité, je plante des arbres et je m'occupe de mon jardin. En un mot, Luc Servant, vous êtes optimiste pour les années qui viennent ? Pour l'agriculture, oui, parce que comme je dis très souvent, s'il y a un métier qu'il faudra faire dans 5 ans, dans un siècle ou dans 5 siècles, ce sera de toute façon l'agriculture et il en faudra faire de la plus production qu'il y en a alimentaire. actuellement des agriculteurs ? Alors, il en faudra plus parce qu'il y aura le défi de la production alimentaire, mais aussi le défi des autres missions auxquelles doit répondre l'agriculture aujourd'hui, qui avait peut-être été un peu oublié, mais le défi des territoires, des paysages, du climat avec le carbone et toutes les prestations qu'on appelle prestations environnementales auxquelles l'agriculture doit répondre. Je crois que c'est quelque chose qui ressort aujourd'hui et donc ça veut dire qu'il y a quand même encore un bel avenir pour l'agriculture. Merci beaucoup en tout cas à tous les deux d'être venus nous en parler. Je rappelle le titre de votre livre, Grégory Derville, Réussir la transition écologique. Merci à tous les deux d'être venus ici. On va maintenant s'intéresser au mouvement Terre de Liens qui permet à des investisseurs de placer leur épargne, vous allez le voir, dans des projets agricoles locaux et à taille humaine. Créée en 2003 dans la Drôme, cette association a essaimé dans toute la France. Elle a 240 fermes aujourd'hui. Reportage tourné en Limousin par Noël Vaille et Colline Rongère. Là, c'est le petit rouge du Morvan. Donc, c'est un blé ancien. Voilà. Et ça va devenir votre pain. Tout à fait. Ici, là, dans la grange, on passe. Enfin, le champ est juste derrière. Donc, on passe du champ à la grange où on stocke notre blé dans des big bags. On le trie avec le trieur qui est juste derrière. Et on le passe au moulin qu'on peut aller voir tout de suite si vous voulez. Gaël Lecause est paysan boulanger. Originaire de Nantes, il s'est installé avec sa compagne il y a un peu plus d'1 an dans cette ancienne ferme limousine grâce à l'association Terre de Liens. Terre de Liens nous a présenté la ferme, premièrement. Ensuite, on a monté tout un dossier ensemble. Et nous, on a acheté la maison. Et Terre de Liens a racheté tout le reste du corps de ferme. Ce qui nous a permis de nous installer
je dirais à moindre frais, quoi. Pour exploiter ces 40 hectares, le couple a donc signé un bail rural environnemental avec la société foncière Terre de Liens. Cette entreprise nationale réunit des investisseurs qui souhaitent placer leur épargne dans des projets à haute valeur sociale et écologique. L'idée, c'est de préserver, c'est d'encourager l'installation et donc de recréer de l'emploi et des dynamiques dans nos zones rurales. Des citoyens qui ont envie aussi de bien manger décident de se réunir pour installer des paysannes et paysans avec une démarche assez écologique. Un cahier des charges assez strict est exigé. Agriculture biologique, préservation de l'environnement, exploitation autonome et circuit court. Donc là, on a le râlet, notamment, dans le champ, qui est le blé ancestral du Limousin, qu'un voisin de Journiac là, nous a gentiment donné. Archi-local. Archi-local. En contrepartie, ces jeunes agriculteurs bénéficient du très vaste réseau de Terre de Liens. Dès qu'on est arrivé, on connaissait personne. Et grâce à Terre de Liens, on a pu connaître tous les autres fermiers Terre de Liens. On a pu rentrer dans un réseau avec la Confédération paysanne. Hyper intéressant pour nous, personnellement et professionnellement. En Limousin, Terre de Liens existe depuis 2011. Elle a acquis 7 fermes et permis 25 installations. Beaucoup de néo-ruraux venus de l'extérieur et des locaux. Mais aujourd'hui, avec la moyenne d'âge élevée des exploitants agricoles, elle manque de porteurs de projets. On a besoin de nouvelles personnes qui vont s'investir pour travailler la terre et nourrir la population, tout simplement. On a besoin de retrouver cette autonomie alimentaire-là. C'est déjà ancré depuis quelques années, depuis, on va dire, la crise de la vache folle, où on s'est déjà rendu compte des limites d'un système agricole mondialisé. En attendant, à la ferme des Sailles, l'installation va se poursuivre avec l'arrivée de serres maraîchères l'an prochain. Les circuits courts, on va justement en parler ici, dans la boutique gourmande des Vazés. Elle est située au cœur de l'établissement. On rejoint sa responsable Marie-Pierre Angelbert. Bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir. On va faire un petit tour dans la boutique. Expliquez-nous, quels produits sont vendus ici? Alors ici, dans la boutique des Vazés, on va trouver des produits qui sont issus des élevages ou des ateliers pédagogiques de l'établissement. Donc on aura sur les élevages de la viande bovine, ovine, du porc label rouge IGP du Limousin. Nous avons aussi des légumes issus de l'agriculture biologique qui sont donc cultivés à l'atelier maraîchage, qui est un atelier pédagogique. On va trouver ensuite des produits qui viennent d'autres lycées agricoles de Nouvelle-Aquitaine, qui ont une démarche identique à la nôtre. Et puis, on va trouver aussi des produits qui vont venir des agriculteurs, des producteurs, des associations, des entreprises locales. Et tout le monde peut venir acheter ici? Depuis combien de temps d'ailleurs? Alors, depuis, la boutique existe sous cette forme-là, depuis janvier 2018. Donc, tout le monde peut venir. Bien sûr, la boutique est ouverte à tout public. Donc, nous avons une clientèle qui vient de Limoges, de Landouge, de Verneuil-sur-Vienne, des parents d'élèves, des personnels qui viennent donc dans la boutique. Et ça marche bien? Voilà, c'est en développement puisque nous avons un développement croissant au niveau des ventes, au niveau de la diversité des produits proposés également. Et on garantit la qualité sur pièce. Voilà. Merci beaucoup Marie-Pierre Angelbert de nous avoir fait visiter cette boutique gourmande du lycée des Vazés, près de Limoges. Et nous sommes donc toujours dans cette magnifique stabulation du lycée des Vazés. J'accueille mes derniers invités quand il y en aura 2. Pierre-Antoine Rimbourg, bonjour. Bonjour. Vous êtes agriculteur dans le Nord, dans la Charente, à la ferme écologique de Gorse, à Ess. Oui, c'est aux ça. côtés de Sophie Latapi. Vous représentiez la Nouvelle-Aquitaine dans l'émission qui est passée cette semaine, La ferme préférée des Français. Expliquez-nous comment il est né ce projet, puisque vous parlez d'un rêve de gosse, vraiment. Moi, je suis issu d'une longue lignée d'agriculteurs. Mon père, mon grand-père, de chaque côté. Même ma mère a été élevée à la ferme. Et en fait, c'est normal, ça me colle aux bottes. Donc j'ai toujours voulu m'installer. Mais ça a mis du temps. Vous n'avez pas trouvé la ferme idéale tout de suite. J'ai fait 7 projets d'installation avant vraiment de trouver celui qui me bottait. Et j'ai eu la chance pour le dernier de le faire avec 2 personnes très importantes pour moi. Ma femme Sophie, parce que du coup on a pu faire un vrai choix de projet qui nous correspondait à nous tous les deux. Et puis la rencontre avec Étienne Maréchal, notre propriétaire, qui a bien voulu nous transmettre et nous louer cette ferme. Et donc vous avez vraiment fait la transition en douceur avec lui? Ah oui. Nous on a connu Étienne en 2009 et j'ai repris la ferme réellement en 2017. Donc il a fallu du temps
pour créer des projets communs, quoi. En quoi c'est une ferme écologique, puisque c'est son nom? Comment on définit une ferme écologique? En Facile. fait, pour nous, c'était l'essentiel. L'écologie, c'est celui qui s'occupe du lieu. Donc dès l'instant que vous occupez de 150 hectares de prairies naturelles, 100% bio, avec 26 km de haies, à un moment, vous vous occupez d'un lieu. Et donc, de par essence, de par le fait aussi qu'on veut se projeter à d'abord s'occuper de la nature pour ensuite nourrir les gens, c'était ça qui donnait en fait du sens au mot écologique. Alors, on accueille aussi Nicolas Fay. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes réalisateur et vous avez notamment tourné pendant le premier confinement une web-série sur les habitants et les paysans du Dorat dans le nord de la Haute-Vienne. Et puis, vous avez aussi filmé Pierre-Antoine Rimbourg pour un projet qui va bientôt être diffusé sur France 3 qui s'appelle Le Premier Pas. Quel message vous voulez porter dans tous ces projets que vous faites depuis quelques mois maintenant? Dans un premier temps, avec les résistants, c'était une réparation de moi-même, puisque moi j'ai quitté le monde d'avant, qui était un monde parisien. Je me suis installé dans le Limousin, c'est un changement de vie. Et puis comme j'étais curieux et que je voulais connaître mon voisin et ma voisine géographique, j'ai fait des petits reportages sur eux. Et évidemment, sur le secteur, le monde agricole s'est imposé. Et puis comme je venais vraiment du monde d'avant, parce que je faisais de la publicité, j'ai eu un regard... Voilà. Ah oui. J'ai pas travaillé avec les meilleurs. J'ai eu un regard un tout petit peu différent et un tout petit peu à part du système. Et ça m'a beaucoup intéressé. Là, j'ai vu dans votre reportage juste avant, notamment les copains de Terre de Liens, qui sont des gens qui m'ont mis en contact avec plein de projets. Et puis d'un seul coup, sur ma route, j'ai croisé cette sublime histoire. On devait faire un sujet pour les résistants de 6 minutes, et puis c'est devenu un film de 52. Et ça sera sûrement superbe à voir et ça sera bientôt sur France 3. Et on pourra retrouver cette série. On peut la retrouver sur le site cultivons-nous.tv. C'est un site qui a été lancé par Édouard Bergeon et Guillaume Canet, respectivement réalisateurs et acteurs du film Au nom de la terre. Le principe de la chaîne en ligne, c'est quoi? C'est un Netflix agricole? Comment on peut dire ça? Oui, ils en parlent comme un Netflix agricole, sachant qu'il y a une partie des fonds qui sont reversés pour le monde paysan. Mais je dirais que pour moi aussi, la véritable évolution, c'est que ça a été... effectivement, de la part de Guillaume et d'Édouard, une belle mise en lumière du travail qu'on pouvait faire au nano pour recréer ces fameux liens qui nous manquaient. Et puis maintenant, je suis assez fier de dire que le programme va arriver sur France 3 aussi, parce que c'était une belle surprise. Et Pierre-Antoine Rimbourg, en parler justement de ce que vous faites, c'est important de le faire savoir. C'est pas forcément une habitude chez les agriculteurs. Non, mais quand on est heureux et qu'on prend plaisir en fait à s'occuper d'un lieu et d'un endroit, c'est important à un moment de transmettre et de permettre aussi à des jeunes qui veulent peut-être un jour changer le monde, faire un premier pas pour faire, je dirais, pour faire bouger un petit peu cette société. Et on voudrait leur dire que c'est possible en fait et de montrer que c'est possible. C'est pas obligé de reprendre la ferme de papa. On n'est pas obligé de s'installer dans la même région qu'on voulait. Et on peut avoir un projet commun, une vie de famille, gagner notre vie et s'occuper de ses enfants. Moi, le soir, à 17h, je vais chercher mes enfants à l'école, je m'en occupe. Voilà, ça c'est possible. On peut avoir nos week-ends, on peut vraiment faire de l'élevage dans de bonnes conditions et aussi un élevage qui est complètement dans les attentes sociétales des citoyens qui nous entourent. Donc en parler, ça devient essentiel quand on a ce message-là. Vous dites, je ne pensais pas que l'agriculture pouvait provoquer autant d'émotions. Partagez ça avec nous. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? L'émotion, déjà, moi, je me lève le matin et mon premier, mon fond d'écran, c'est pas le fond d'écran, voilà, c'est la nature. C'est pas un écran, quoi. Et puis après, il y a aussi le fait c'est une émancipation personnelle. On réalise, on nourrit des gens, on crée un environnement qu'on améliore, on agrade la nature. On crée de l'air, de l'oxygène de bonne qualité parce qu'on est aussi, on a la chance aussi d'être une des fermes en France qui stocke plus de carbone que ce qu'elle émet. Donc ça, c'est aussi des fiertés qui à un moment émergent. Et puis, tout ça, en fait, nous permet de construire une ferme qui nous rend heureux et fiers. Et donc oui, c'est des émotions très très fortes du quotidien, quoi. Et Nicolas Fay, c'est une bénédiction d'avoir ce type de discours quand on fait des documentaires de l'humain comme vous faites vous. Mais en fait, moi, j'étais en quête de ça, je pense, pour moi, et je me suis rendu compte. Alors, effectivement, il y a un malaise, effectivement, il y a un système très compliqué, etc. Mais il y a beaucoup de projets en marge du système qui rendent les gens heureux. Et ça montre la résilience qu'on peut avoir. Moi, ma curiosité, elle venait de là. Je travaillais avant pour le contraire. Et je me suis rendu compte qu'au Nano, il y avait beaucoup d'espoir et de gens heureux. Donc ça doit faire réfléchir sur la résilience qu'on est capable d'avoir dans le domaine agricole et sur nos terres, c'est-à-dire là, tout de suite, maintenant. Et on est dans une école.
je pense qu'il y a aussi un message à transmettre envers l'éducation. Et moi, je m'intéresse qu'à ça. Ma société, elle est en économie sociale et solidaire parce que je veux réinvestir chaque centime sur l'école parce que c'est là que ça va se passer pour qu'on arrive à saisir cette vocation. Voilà, on est en panne de vocation, il faut créer de la vocation pour qu'on ait des paysans demain. Et ce sera un très beau mot de la fin, les paysans de demain. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus participer à cette émission. Merci à tous les invités qui ont fait le déplacement jusqu'ici au lycée agricole d'Évasé près de Limoges. On les remercie d'ailleurs de nous avoir accueillis. Vous pouvez revoir ce programme sur notre site internet et la chaîne YouTube de France 3 Nouvelle-Aquitaine. Merci aux équipes techniques, aux journalistes de France 3 en Limousin, en Poitou-Charentes et en Aquitaine qui ont permis de la réaliser. Vos programmes, ils continuent dans un instant. Merci pour votre fidélité. Je vous dis à très bientôt sur France 3 et surtout, prenez soin de vous.